Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers amis, de 1996 à 2001, la dictature m'avait interdit de quitter la Tunisie. Le Parlement européen y répondit par ce document, le passeport de la liberté, remis à ma fille cadette en ce lieu en l'an 2000. Ce passeport symbolique a été parrainé par Hélène Flotre, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco Dell'Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, José Maria Mendelius, Alain Lipitz, Fodé Silla, Alima Thierry Boumedienne, Cécilia Malmström, Marie-Arlette Carlotti, Françoise Grossetête et Françoise Imré. Qu'il me soit permis de leur exprimer ma profonde gratitude et par-delà mon cas et leur personne, la gratitude de tous les démocrates tunisiens et arabes qui ont toujours trouvé dans cette institution représentant les peuples de l'Europe un soutien sans équivoque. Mesdames et Messieurs, à la fin des années 90, j'avais écrit que si le XVIIIe siècle a été le siècle de la Révolution française et américaine, le XXe celui de la Révolution russe et chinoise, le XXIe siècle sera le siècle de la Révolution arabe. Ce n'était pas à force de lire dans le marc de café, mais dans le livre de l'histoire. Les grandes nations ne se suicident pas, ne se laissent pas mourir. Au plus profond d'elles-mêmes, elles finissent, quand tout semble perdu, par retrouver l'énergie de rebondir. Plus long est le calvaire, plus profonde est la chute, plus forte est l'énergie qui va les propulser hors du trou où elles sont tombées. Les révolutions arabes, inscrites dans une sorte de fatalité de l'histoire, ont donc fini par arriver. La question fondamentale et légitime qui se pose à vous, comme à tous les Européens, est simple. Ces révolutions sont-elles pour nous un bien ou un mal, une chance ou un danger? Pour comprendre les événements, les peuples, les êtres humains, voire les animaux ou même les choses, il faut une dose minimale d'empathie. Sans elle, ce que nous voyons se ferme au regard et se dérobe à l'entendement. Je ne demande pas simplement votre attention, mais aussi votre empathie, messieurs, dames, sans laquelle il n'y a aucune chance pour que nous puissions communiquer et nous rencontrer. Oui, les révolutions arabes peuvent poser à l'Europe de sérieux problèmes. On voit déjà se profiler les principaux. Il y a le risque de les voir dégénérer en désordre, en guerre civile, voire en guerre régionale, comme c'est déjà le cas en Syrie, avec tout l'impact que cela peut avoir sur la sécurité de l'Europe. Le deuxième risque, nous l'avons vécu au lendemain de la chute de la dictature en Tunisie. Nos jeunes, profitant de l'effondrement de l'appareil sécuritaire et connaissant mal les difficultés économiques de l'Europe, se sont précipités sur les bateaux pour prendre d'assaut vos côtes dans l'espoir d'une vie immédiatement meilleure. Il y a enfin la troisième menace, l'extrémisme islamiste armé, que nous appelons le salafisme djihadiste, qui pourrait retrouver une nouvelle vigueur à l'occasion de la poussée de fièvre que connaît cette région du monde. Menace mondiale dans le cas d'Al-Qaïda, menace régionale comme dans le nord Mali, à l'origine de la nécessaire intervention française. Il est surtout une menace nationale dans chaque pays du printemps arabe, car c'est lui et non les suppôts de l'ancien régime qui constitue la partie la plus dangereuse de la contre-révolution. Et pour cause. La révolution démocratique lui a coupé l'herbe sous les pieds et frustré de ce qu'il croyait être sa chance historique d'hériter des dictatures déchues. Mesdames et Messieurs, le verre est aussi à moitié plein. Non, il n'y a rien à craindre des révolutions arabes, car ce ne sont pas des révolutions nationalistes ou xénophobes. Lors de leur déclenchement, on n'a pas entendu les habituels slogans anti-occidentaux ou anti-israéliens. Et pour cause, la liberté n'est plus arrachée à l'occupant étranger, mais à une dictature corrompue et brutale qui a fini par se constituer en véritable occupation interne. Les dernières manifestations violentes de salafistes djihadistes contre les ambassades occidentales lors de cette lamentable histoire de la vidéo islamophobe n'ont réuni que quelques centaines d'individus sous le regard inquiet et désapprobateur de l'écrasante majorité. Non, il n'y a vraiment rien à craindre des révolutions arabes, car ces révolutions sont d'abord et avant tout des révolutions sociales, se battant pour les mêmes droits sociaux et économiques qui ont été à l'origine de vos propres évolutions ou révolutions. Non, il n'y a rien à craindre des révolutions arabes, car ce sont des révolutions démocratiques. Certes, les partis islamistes ont remporté des victoires électorales indéniables en Tunisie, Libye, Égypte. Mais n'est-ce pas la démocratie qui a amené une fraction importante de l'islamisme dans son camp?
N'est-ce pas elle qui leur a imposé ses règles, son éthique et en arrière-plan sa vision du monde? Non, ce n'est pas l'islamisme qui a triomphé dans le sillage du printemps arabe, qu'il pervertirait ou récupérerait comme le craignent certains. Ce ne sont pas les démocrates qui se sont convertis à cette idéologie politique appelée l'islamisme, mais ce sont bel et bien les tenants de cette doctrine, du moins la fraction modérée, largement majoritaire dans le spectre islamiste tunisien, qui se sont convertis à la démocratie. Sont-ils sincères ou manœuvrent-ils? Qui le dira mieux que le temps? Ils devront apprendre le jeu et le jouer selon les règles de la démocratie, sinon ils auront à réinstaller une dictature religieuse que les Arabes liquideront, comme ils ont liquidé celle à visage dit nationaliste ou dit socialiste. Quant à ceux qui parlent déjà de l'hiver islamiste succédant au printemps arabe, ils ne semblent pas connaître le nombre d'années, voire de décennies qu'il a fallu à d'autres peuples pour retrouver un équilibre après une révolution. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du devenir de ces révolutions, tout est en jeu, rien n'est encore joué. Parlons de la Tunisie, mon pays, que je connais le mieux. Nous sommes fiers d'avoir fait une révolution au plus faible coût humain possible. Je pense ici avec une grande émotion au calvaire du peuple syrien qui, lui, paye sa liberté au plus fort prix et qui a besoin plus que jamais du soutien humanitaire et politique de tous les peuples libres et surtout de l'Europe. Nous avons mis en place un gouvernement de coalition entre laïcs modérés et islamistes modérés pour que les deux composantes modernistes et traditionnalistes de notre peuple se retrouvent dans ceux qui conduisent leurs affaires. Ce gouvernement fonctionne. Il a restauré un État qui avait cessé d'exister en 2011. Il a remis en marche la machine économique qui fait que la Tunisie est passée d'un taux de croissance de moins 1,8% en 2011 à plus 3,5% en 2012. Mais le gouvernement dysfonctionne par tous les conflits personnels et politiques propres à toutes les coalitions. Nous n'avons pas cependant de meilleur choix et il faudra bien s'en accommoder jusqu'aux prochaines élections que nous voulons aussi proches que possible. Nous rédigeons depuis des mois la constitution d'un État démocratique et civil, d'une société plurielle avec les difficultés que vous imaginez. Mais là aussi, l'esprit de consensus l'emporte et nous espérons nous mettre d'accord sur le texte dans les 2 ou 3 mois. Nous sommes absolument déterminés à promouvoir et à défendre toutes les libertés, à protéger les acquis de la femme, mais on ne change pas les attitudes et les comportements de plus de 50 ans en 2 années. Nous sommes déterminés à protéger le mode de vie des Tunisiens, de la Tunisie moderniste et à élever le niveau de vie de la Tunisie pauvre et oubliée. Mais les défis socio-économiques sont colossaux, tant l'héritage de la dictature soigneusement camouflé pendant plus de 20 ans se révèle lourd. Nous sommes absolument déterminés à continuer notre stratégie d'absorption de la fraction moderniste ou modérée de l'islamisme, car elle existe, n'en déplaise aux idéologues qui ne voient ni la complexité ni la dynamique de la chose politique, et tout aussi déterminée à faire face à sa fraction insoluble dans la démocratie, et ce par les moyens sécuritaires dans le cadre de la loi et du respect des droits de l'homme, mais surtout par le développement social, économique et culturel. Nous n'accepterons jamais que ce courant, l'équivalent de votre extrême droite, mettre en danger notre modèle de société profondément arrimé à son héritage arabo-musulman, mais résolument tourné vers la modernité. Nous ne le laisserons pas mettre en danger les acquis de la femme, les droits de l'homme ou la relation à l'Occident que nous voulons pacifier, amicale et basée sur le respect mutuel et le partenariat profitable à nos 2 communautés. Ce chemin, mesdames et messieurs, est pavé d'embûches, beaucoup d'embûches, car nous avons beaucoup d'ennemis de cette révolution pacifique et ils sont décidés à la faire échouer. Une violence verbale orchestrée, des marabouts brûlés pour dresser les musulmans contre les musulmans. Et aujourd'hui, cet odieux assassinat d'un leader politique que je connais bien, qui a été pour moi un ami de longue date, Chokri Belhaïd, cet assassinat politique aujourd'hui même, sachant qu'aujourd'hui j'allais m'adresser à vous, c'est une menace, c'est une lettre envoyée mais qui ne sera pas reçue. Nous refusons cette lettre, nous refusons ce message et nous continuerons d'abord à démasquer les ennemis de la révolution et à continuer notre politique. Tout ce processus de démocratisation de l'État et de la société, de mise en place d'un développement durable, se révèle être donc un processus plus difficile, plus complexe et surtout plus lent que prévu, mais il avance.
Beaucoup de facteurs vont décider, messieurs, dames, du sort de notre révolution et des révolutions arabes. La détermination des peuples ou leur découragement, la sagesse des hommes ou leur folie, cet effet papillon si difficile à identifier et à contrôler qu'on désigne à défaut d'un vocable sous le terme de chance ou de providence. Mais vous pouvez parier sur la Tunisie qui est aujourd'hui le véritable laboratoire d'une grande transition ayant vocation de réussir. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup souffert en Tunisie de l'absence de l'état de droit national, mais aussi de son absence sur le plan international. Face aux élections présidentielles organisées par le dictateur et gagnées par l'éternel score de 99%, nous, démocrates et militants des droits de l'homme, n'avions aucun recours pour demander l'invalidation de ces élections truquées. Pas de Cour constitutionnelle nationale, pas de Cour constitutionnelle internationale. D'où l'idée de cette dernière, une instance supranationale chargée de statuer à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des pactes et des traités internationaux sur la validité d'une élection, la concordance d'une constitution nationale avec les standards internationaux. Cet organisme dont j'ai rêvé en intellectuel persécuté est aujourd'hui un projet ficelé qui a eu l'aval du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba la semaine dernière. Il a recueilli l'appui de plusieurs États sud-américains et je suis là pour vous demander, au nom de la Tunisie, de l'appuyer afin que l'état de droit sur le plan mondial continue d'avancer et la démocratie de se renforcer. Mesdames et messieurs, nous devons certes compter sur nous-mêmes, mais nous voulons aussi pouvoir compter sur l'Europe. Surtout que pour la première fois dans notre histoire commune, nos intérêts et idéaux concordent. Nous comprenons les difficultés de nos partenaires de la rive nord de notre mer commune. Mais à moyen terme, nous sommes sûrs qu'investir et s'investir dans la consolidation de notre économie, c'est aussi consolider notre démocratie naissante et donc consolider la démocratie tout court. Je voudrais ici remercier l'Allemagne pour avoir accepté de reconvertir une partie de notre dette, l'équivalent de 60 millions d'euros, en projet de développement. Nous espérons que nos autres partenaires, et notamment le premier d'entre eux, la France, fassent de même. Mesdames et messieurs, au-delà de cet aspect strictement économique, il y a dans les relations entre nos deux mondes quelque chose de plus profond. Les astronomes identifient les galaxies et des groupements de galaxies. Nous pouvons identifier de la même façon des cultures et des groupes de cultures. Quelqu'un a dit à juste titre que l'Orient commençait quelque part à l'est de l'Iran. Maghreb signifie en arabe Occident. Et dans un certain sens, nous sommes des Sud-Occidentaux, partageant avec les Nord-Occidentaux que vous êtes le même héritage grec, judéo-chrétien et musulman, une histoire douloureuse partagée, des croisades à la colonisation. Tout cela a tissé des relations complexes mais puissantes entre nos deux communautés. On sait ce que l'Occident naissant doit à la culture arabo-musulmane. On sait aussi que la modernité de la culture arabo-musulmane est en grande partie l'appropriation de ce que l'Europe a créé de mieux dans le domaine des arts, de la culture, des sciences et de la politique. J'aimerais rappeler aussi que les échanges humains ne sont enrichissants pour les uns et pour les autres, surtout s'ils se veulent pérennes, que dans l'égalité. Les 300 millions d'Arabes ont promu plusieurs langues européennes qui font aujourd'hui partie intégrante de leur culture. Laissez-moi ici exprimer le vœu que l'Europe saura donner à la langue et à la culture arabe une place injustement refusée dans le cadre des relations inégales qui seront de moins en moins acceptées par nos nouvelles générations. Mesdames et messieurs, l'influence européenne sur le monde arabe est aussi idéologique et cela ne date pas d'aujourd'hui. Durant le XXIe siècle, tour à tour, l'Égypte, l'Irak ou la Libye se sont vus dans le rôle de la Prusse, Nasser, Saddam et Kadhafi se voyant être les Bismarck arabes. Ce modèle de l'unité arabe fondé sur la force des armes et le charisme d'un chef a fait faillite, et tant mieux pour les Arabes et pour le monde. Aujourd'hui, ce qui nous fait rêver, c'est une union maghrébine et plus tard arabe sur le modèle de l'Union européenne, c'est-à-dire l'union d'États démocratiques et de peuples libres travaillant ensemble pour le bien de tous. L'Union européenne nous fascine aussi parce qu'elle a réussi de plus remarquable, pour ne pas dire de miraculeux, la réconciliation franco-allemande. L'existence d'un tel miracle montre sa possibilité, aussi la possibilité de sa reproduction malgré la rareté des miracles. Laissez-moi ici vous demander de préparer la venue de cette paix que nous attendons tous au Proche-Orient. Demandez à tous vos collègues israéliens, face au blocage actuel, gros de toutes les menaces futures sur la paix dans cette région et dans le monde, de réfléchir à une paix qui ne rime pas avec reddition, ni avec une longue trêve que chaque camp utilise pour fourbir ses armes en vue d'un nouveau round dans la guerre éternelle.
Demandez-leur de libérer Marwan El-Barghouthi, parlementaire comme vous, et de le laisser venir en Tunisie récupérer une santé détruite par 10 années de prison en isolement total. Mesdames et messieurs, j'ai commencé par un souvenir personnel. Permettez-moi de terminer ici par un autre souvenir personnel. Strasbourg est la ville où j'ai fait mes études, appris mon métier, la ville dont les habitants m'ont profondément marqué par le sens du travail, de la discipline et de la modestie, la ville où sont nées mes 2 filles. C'est aussi la ville où se sont décidés les choix fondamentaux qui ont dirigé le reste de ma vie. Jeune interne, au début des années 70, je me suis présenté devant l'un de mes maîtres les plus prestigieux de la faculté de médecine de Strasbourg pour lui demander un sujet de thèse pour mon doctorat. Il me proposa de travailler sur la question de l'expérimentation humaine en médecine. J'ai tout de suite accepté, pas parce que le sujet m'intéressait, mais parce que je voulais me dire l'élève de Mark Klein. Ce que je ne savais pas, c'est que mon vénéré maître, parce qu'il était juif, avait été envoyé dans un camp de concentration. Et parce qu'il était médecin, il avait été affecté à une unité d'expérimentation médicale sur les prisonniers. La préparation de la thèse fut un voyage dans l'horreur, l'horreur d'une science sans conscience, l'horreur d'une nature humaine capable du pire, l'horreur de régimes politiques déments, l'horreur de la banalité du mal. C'est lors de mes recherches que j'ai lu pour la première fois la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est là que tout a basculé. Je ne pense pas que Mark Klein ait réalisé un instant l'impact qu'il allait exercer sur la vie de ce jeune interne étranger, venu lui demander l'honneur d'être son élève, ni l'impact que cela allait avoir, par des voies mystérieuses, sur le destin de milliers d'autres hommes. Il était à 1000 lieues d'imaginer ce que son influence allait me coûter en termes de combat, de prison, d'exil, d'années de persécution, mais aussi en termes de combat, d'accomplissement et de victoire. Parce que cette victoire qui me permet ici d'être aujourd'hui en ce haut lieu de la démocratie, de la paix et de la fraternité entre les peuples, d'y prendre la parole en homme libre, parlant au nom d'un peuple libre, parce que cette victoire est aussi la sienne. Permettez-moi de la lui dédier. Permettez-moi aussi Permettez-moi enfin de saluer par la même occasion Strasbourg, l'Alsace, l'amitié franco-tunisienne, l'amitié euro-arabe. Je termine par le plus beau salut échangé entre les hommes. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Mesdames et messieurs, qu'ajouter aux propos de Monsieur le Président et à vos applaudissements? J'écoutais Monsieur le Président et on m'a demandé que, outre ces amendements, nous puissions également, ici, au sein du Parlement européen, demander une minute de silence pour celles et ceux qui ont perdu la vie. Je vous demande de respecter cette minute de silence.
darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Je vous remercie. Je voudrais remercier le président de la République de Tunisie. Mesdames et messieurs, c'est un moment émouvant. Vive la Tunisie, vive la liberté, vive la démocratie.